Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, Crime Story vous propose La Bonne Planque de Donald Martin. Les sirènes de la prison lancent dans la nuit leurs plaintes aiguës et interminables. De puissants projecteurs balaient la cour en vagues successives. George Barnett court comme un fou le long des hautes murailles, s'obligeant à ne pas se retourner, à ne pas entendre les hurlements des sirènes. Une seule chose l'obsède: trouver cette échelle de corde qui l'attend pour lui offrir la liberté. Mais soudain, il pousse un soupir de soulagement. À l'endroit prévu, ses doigts fébriles viennent d'entrer en contact avec l'échelle de chanvre. Oui, elle est bien là, bien réelle. Une seconde plus tard, il grimpe comme un forcené le long du mur de pierre, se prodiguant des encouragements entrecoupés de jurons. Ses mains sont douloureuses, sa respiration haletante, mais qu'importe, il hisse sa carcasse jusqu'au sommet du mur. Pendant un instant, il semble planer dans la clarté aveuglante, puis disparaît et les projecteurs n'éclairent plus qu'une muraille nue. La nuit vient de l'engloutir. Son corps plonge vers les broussailles. Il atterrit dans un fracas de branches brisées et bientôt se retrouve sur la route qui longe le pénitencier entre les mains avides de Tommy Medson. « Tu les as eus, mon vieux !» s'exclame Tommy. « Allez, amène-toi maintenant !» Il entraîne un George encore à demi hébété vers la voiture qui les attend. L'évadé se laisse tomber sur la banquette tandis que Tommy s'installe au volant. Une seconde plus tard, la voiture démarre en trombe. Elle rejoint la grande route tandis que les sirènes continuent de s'égosiller derrière eux. « Pour être franc, mon vieux Tommy, dit George, je pensais pas que tu réussirais à placer cette bon Dieu d'échelle de corde. » Son complice lui jette un regard surpris. Bah, dans ces conditions, George, pourquoi est-ce que t'as risqué le coup? T'imagines la tête que t'aurais fait si tu l'avais pas trouvé? T'aurais été dans un sacré pétrin. Exact, confirme l'évadé. Mais toi, Tommy, t'aurais dépensé tout seul notre cher magot. Au fait, t'as pas pioché dedans depuis tout ce temps? Non, répond le conducteur. Pas $1. J'attendais ton retour. C'est ce que nous avions convenu, non? Nous avons gagné ce fric ensemble, nous devons en profiter ensemble. Et puis, comme les numéros des billets avaient été relevés, j'aurais été idiot de les remettre sitôt sur le marché. T'as eu raison, approuve George. Et t'as trouvé une bonne cachette? Ah ouais. J'ai planqué les $100 000 dans le nord de l'État, explique Tommy, dans le comté de Northfall, près d'une petite ferme qui appartient à des gens qui s'appellent Dudley. J'ai enterré le coffre pas loin de leur maison. J'oublierai jamais la nuit où tu t'es fait poisser par les flics, George. Aussitôt que j'ai su que ça s'était gâté pour toi, j'ai mis le fric dans le coffre de la bagnole et j'ai roulé comme un dératé pendant 2 jours, sans trop savoir où j'allais. Et puis, je me suis décidé à enterrer le magot. C'était ce qu'il y avait de plus sage, non? Ouais, approuve George. Mais t'en fais pas, Tommy. Tout va s'arranger maintenant. Tommy va répondre quand, soudain, l'intérieur de la voiture est inondé par la clarté aveuglante de 2 phares, tandis que des lueurs bleues et oranges jaillissent de tous côtés. « Les flics !» hurle Tommy en écrasant l'accélérateur. « Ils nous ont pris en chasse !» George se retourne. Les gyrophares de la voiture qui l'étalonne la font ressembler à un sapin de Noël. Les sirènes se sont mises à gémir étrangement semblables à celles du pénitencier. L'évadé sent une rage froide s'emparer de lui. « Les salauds, ils m'auront pas. Passe-moi ton flingue !» La main de Tommy plonge sous sa veste et en ressort avec un revolver. George saisit l'arme et enjambe le dossier pour gagner le siège arrière. D'un coup de crosse, il brise la lunette et, sans hésiter, fait feu sur les poursuivants. Mais la voiture qui les traque ne ralentit pas d'un pouce pour autant. Les 2 véhicules roulent maintenant à une allure folle sur la grande route. George tire de nouveau, visant les pneus.
Les policiers ripostent. On entend l'impact de leurs balles dans la paroi du coffre. Les chocs font vibrer la carrosserie. Appuie, Tommy! Accélère, bon sang! Mais c'est bien ce que je fais, Georges, mais pas moyen d'aller plus vite. Les policiers gagnent du terrain, offrant en même temps une meilleure cible. Georges ajuste posément son tir et presse 2 fois la détente. La voiture de police se met soudain à zigzaguer, agitée de secousses effroyables, comme si elle était prise dans la tempête. L'œil luisant d'espoir, l'évadé observe les policiers qui, en proie à la panique, s'agitent dans leur véhicule frappé à mort. Les phares balaient la route d'un bord à l'autre, et soudain, la voiture percute un mur. Une immense lueur jaune et rouge jaillit instantanément, illuminant d'un éclair sinistre les arbres et les buissons avoisinants. Sous l'effet de la vitesse acquise, le brasier semble se projeter en avant, puis le véhicule franchit un talus et bascule dans le fossé. « On les a eus !» exulte Georges. « On les a eus, les salauds !» Il se tourne vers Tommy pour lui faire partager sa joie, mais les mots meurent sur ses lèvres. Son compagnon est plié sur le volant qu'il manie avec difficulté. Sa tête dodeline comme s'il sombrait dans les douceurs d'un rêve langoureux. Un filet de sang descend de son front et coule sur sa joue. « Tommy! Tommy !» Georges lâche son revolver et enjambe en sens inverse le siège au moment même où les mains de son compagnon commencent à lâcher le volant. Le corps frêle de Tommy s'affaisse lentement sur le côté, coincé contre la portière. La voiture commence à errer d'un bord à l'autre de la route. Georges parvient in extremis à saisir le volant, d'une main d'abord, puis des deux, s'appuyant au corps inanimé de son compagnon. Heureusement, le pied de Tommy a abandonné l'accélérateur. Pendant quelque temps, le véhicule roule avec l'élan qu'il a reçu, puis finit par s'immobiliser sur le bas-côté. Les voitures passent et nul ne s'intéresse à eux. Tout le monde a les yeux fixés sur la gerbe de feu qui continue d'illuminer la nuit. Georges examine son complice. Pas besoin d'être médecin pour comprendre que Tommy a eu son compte. Déjà, l'éclat de ses yeux s'éternit. Un sang noir coule à présent par saccades de sa bouche grande ouverte. Georges descend de voiture, pousse le corps, le fait tomber sur le tapis de sol face à la place du passager et s'installe au volant. Il démarre, roule à vitesse modérée et emprunte une petite route qu'il vient d'apercevoir sur la droite. Celle-ci s'enfonce dans une forêt. Au bout de quelques minutes, Georges immobilise le véhicule, éteint les phares et attend. Il essaie de recouvrir tout son sang-froid en scrutant les ténèbres, l'oreille tendue. Quelques grillons chantent paisiblement dans les sous-bois. Tout est calme. Son regard se pose une dernière fois sur Tommy. Dommage de mourir ainsi au moment où on va enfin pouvoir profiter de son fric. Ah, tant pis pour lui. Au fond de la voiture, Georges découvre le costume que son associé avait préparé pour lui. Il se change à la hâte, jetant rageusement dans la nuit ses treillis de prisonnier, puis rafle l'argent que Tommy avait dans ses poches et descend du véhicule. Pas la peine de se servir de la voiture. Le numéro a dû être noté par les flics. Mieux vaut voyager à pied. Il part alors d'un pas rapide et s'enfonce dans l'épaisseur de la forêt. 4 mots reviennent sans cesse à son esprit, comme un leitmotiv. La ferme des Dudley. La ferme des Dudley. Assis à son bureau, le lieutenant Piazza se gratte la tête d'un air pensif. Le sergent Bruce l'observe. Le soleil inonde le bureau du poste de police. « Il semble qu'il ait complètement disparu, » dit Piazza. C'est un grand homme, maigre, aux gestes cassants, au regard d'oiseau de proie.
Il a la manie de vivre pratiquement la pipe au bec, et il la conserve même quand il parle, ce qui oblige ses auditeurs à lui accorder une grande attention pour saisir toutes ses paroles. Heureusement, depuis qu'il fait équipe avec lui, le sergent Bruce s'est parfaitement entraîné à cet exercice de décryptage. À mon avis, il se plante quelque part en attendant que les choses s'arrangent, dit-il. Ce George Barnett est un pro. Il connaît la chanson. Peut-être. Laisse tomber Piazza. Peut-être. Mais je serais plutôt enclin à penser qu'il est parti à la recherche de son magot. On n'a jamais trouvé trace de ce butin qu'il avait raflé dans une banque avec son copain Tommy. Celui-ci avait dû le planquer en attendant que George sorte de prison. Maintenant qu'il est libre, Barnett va sûrement tenter de le récupérer. Nous n'avons plus qu'à attendre maintenant. Attendre, soupire Bruce. Le lieutenant sourit. Eh oui, mon vieux. Quand j'étais plus jeune, j'étais comme vous, tout feu, tout flamme. Et puis, j'ai appris avec le temps que le métier de flic ressemble assez à celui du chasseur qui doit surtout savoir choisir l'emplacement où il posera l'appât. Et l'appât, dit Bruce, c'est le fric. Exactement, confirme Piazza. Il fait pivoter son rocking chair et se retrouve face au soleil. Eh oui, dit-il en fermant les yeux. C'est le fric. Et le jour n'est pas loin, je vous le garantis, où ces billets de banque vont réapparaître. Alors, notre gibier viendra tranquillement se livrer à nous. Le lieutenant Piazza ne fait-il pas preuve d'un optimisme exagéré? George est un malfaiteur habile et rusé qui a plus d'un tour dans son sac. Et les gens de la ferme Dudley feraient bien de se méfier de sa prochaine visite. George chemine après le coucher du soleil à travers les bois et le long des routes désertes en direction du comté de Norfolk. Au bout de 2 jours, estimant qu'il s'est suffisamment éloigné de la zone dangereuse, il décide de retrouver la société de ses semblables et entre dans un petit restaurant au bord d'une route désolée. Là, il s'offre un bon repas avec une partie de l'argent trouvé dans les poches de ce pauvre Tommy. « C'est loin d'ici, le comté de Norfolk ?» demande-t-il à la servante, dont la principale occupation est de se faire les ongles, sans doute dans l'attente d'un prince charmant de passage. « Non, pas tellement. Une 50aine de kilomètres à l'est, » lui répond-elle sans relever les yeux. « Mais c'est vraiment un pays de bouseux là-bas, hein? Pire qu'ici, et c'est pas peu dire. »« Tant mieux, » répond George. « Moi, j'aime la nature et la solitude. » Il repart et s'achète en chemin du savon à barbe, un rasoir et divers accessoires de toilette. Ainsi donc, il ne va pas tarder à toucher au but. La serveuse n'avait pas tort. Le comté de Norfolk semble vivre en marge de la civilisation et du monde moderne. Tout paraît vieux, suranné, presque fantomatique, qu'il s'agisse des fermes ou des villages. Tant mieux. Ici, les nouvelles ne doivent pas aller vite et il est bien possible qu'il n'ait même pas entendu parler de son évasion du pénitencier. Au bout de 2 mois de périple, de marche dans la campagne ou le long des routes, de travaux épuisants, généralement mal payés, George Barnett obtient enfin la réponse d'un vieux paysan au visage raviné. « La ferme des Dudley. Continuez tout droit sur cette route, mon gars, vous la trouverez facilement. » Enfin, songe l'évadé. Enfin, me voici au bout de mes peines. Enfin, presque. Reste à récupérer le fric. Il s'avance vers la petite ferme isolée.
Un homme l'a vu et l'observe, les mains sur les hanches. C'est un vigoureux gaillard vêtu d'une combinaison usée et d'un vieux chapeau de pêcheur qu'il protège du soleil. « Salut !» dit George en le rejoignant. « Je m'appelle George Stewart. »« Salut !» répond l'autre avec méfiance. « Moi, c'est Mark Dudley. Qu'est-ce qu'il y a pour votre service ?» L'évadé passe sa main sur son front en sueur. Le soleil tape dur en cet après-midi d'été. On m'a dit en ville que vous auriez peut-être besoin d'un ouvrier. Le fermier fixe sur cet étranger un regard inquisiteur. Possible, mon gars. Mais j'ai besoin d'un homme robuste. Oh, je suis pas une mauviette, assure George. J'ai déjà travaillé dans une ferme, vous savez, et le boulot ne me fait pas peur. D'accord, consent Mark Dudley. Si ça vous dit. Mais je vous préviens que c'est dur et mal payé. George sourit. Oh, je suis pas exigeant. Du moment que j'ai de quoi manger, monsieur Dudley, ça suffit pour faire mon bonheur. C'est ainsi que George Barnett devient ouvrier agricole. Les Dudley viennent d'acheter une parcelle jouxtant leur ferme et l'évadé a pour tâche de la débarrasser de toute la pierraille qui l'encombre. Il s'acquitte consciencieusement de ce travail ardu, sans hâte excessive, tout en s'efforçant de scruter chaque mètre carré de terrain. Sans cesse, il se demande s'il n'est pas en train de fouler aux pieds son trésor. Tous les soirs, George prend une bêche et une pioche dans le hangar et va creuser dans le bois qui s'étend jusqu'à la route. C'est par cette unique route que Tommy a pu arriver. Sans aucun doute, il a dû se hâter de creuser le trou pour ne pas se faire repérer, et il s'est donc pas éloigné beaucoup de son véhicule. Il a sûrement planqué le magot à un endroit repérable, une grosse pierre ou un arbre bien particulier par exemple. Le fric était sans doute dans le petit coffre métallique qu'ils utilisaient pour ranger leur butin. Hélas, cette recherche ne donne rien. Et le premier dimanche où il reçoit sa paye, George, pour se remonter le moral, se rend en ville. Ce n'est guère qu'une petite bourgade avec un supermarché, un cinéma et 2 cafés. George entre dans celui qui lui semble le moins minable, s'installe au comptoir et commande de la bière. Oui, donc bien sûr, il aurait préféré boire un bon scotch, mais le salaire que lui attribue Dudley ne lui permet pas de telle extravagance. Il déguste lentement le breuvage, le regard perdu dans la fumée de sa cigarette. Où diable ce satané Tommy a-t-il bien pu planquer le magot? Il faut continuer de chercher, inlassablement. Et c'est ce qu'il fait. Méthodiquement, opiniâtrement. Ça dure plusieurs semaines. Toujours rien. George commence à désespérer quand un soir, après le repas, alors qu'il vient de se lever de table, il aperçoit soudain le magot. Il est là, entre les mains du fermier. Il vient de voir passer Dudley, le fameux coffre sous le bras. Bon sang, pense George. C'est lui qui l'a récupéré. Le métal du coffre est bien propre, signe qu'il l'a nettoyé. Si ça se trouve, il l'a récupéré bien avant mon arrivée. Dire que j'ai trimé comme un forçat et retourné une bonne partie du sol de la forêt pendant que ce type dépensait mon fric. Il doit le planquer quelque part dans la maison, mais ça ne pose pas de problème. Au fond, à bien y réfléchir, c'est une véritable providence. Sans ce Dudley, peut-être n'aurais-je jamais réussi à retrouver le magot. Le fermier me rend un sacré service, finalement. Pour la première fois depuis des semaines,
Georges gagne directement sa chambre après le souper et marche fiévreusement de long en large en guettant les bruits de la maison. Il faut attendre pour agir que toute la famille soit endormie, ce qui ne saurait tarder. Bientôt, en effet, la ferme est silencieuse. Georges descend alors l'escalier à pas de loup et entreprend de fouiller la maison. Naturellement, il doit se contenter de recherches superficielles qui ne laisseront aucune trace. Ce n'est que le prochain dimanche, quand tout le monde sera parti en ville, qu'il pourra forcer tranquillement serrures et tiroirs. Comme il le craignait, la fouille s'avère infructueuse. Bon, tant pis. Attendons dimanche, et si dimanche soir il n'a rien trouvé, alors il brandira son revolver sous le nez de Dudley et l'obligera à lui dire où est le fric. Ensuite, il s'enfuira tranquillement à bord de sa voiture. Simple comme bonjour. Le lendemain soir, pourtant, Georges fouille de nouveau la maison. Il n'y tient plus. L'idée de cette masse de billets verts toute proche l'excite au plus haut point. Mais là encore, la recherche est infructueuse. Où diable ce fermier a-t-il pu planquer le magot? Pendant 2 soirs encore, il fouille la maison, de plus en plus nerveusement. Et le samedi matin, sa patience est soudain à bout. Pourquoi attendre encore alors qu'il a un flingue et sait s'en servir? À quoi bon tergiverser? En rentrant des champs, sa décision est prise. Plus question d'attendre dimanche. Ce soir, après le repas, il fera cracher le morceau à Dudley. Quand il ouvre la porte de la cuisine, la première chose qu'il voit est le coffre trônant sur la table, le couvercle levé. On aperçoit à l'intérieur la masse verte des billets de banque. Mais ce qu'il découvre aussi, c'est la présence de 2 policiers qui braquent leur revolver sur lui. « Salut, Georges !» dit le lieutenant Piazza. « Je m'attendais à te cueillir d'un moment à l'autre. C'est gentil d'être venu spontanément te livrer à la police. » L'évadé sent sa gorge se serrer. Ses yeux fixent les billets si proches et si lointains à la fois. Puis il se tourne vers le lieutenant. « Comment avez-vous fait pour me retrouver ?»« C'est simple, Georges, » répond le policier en tirant tranquillement sur sa pipe. « C'est tout simple. La charrue de M. Dudley a déterré le coffre il y a quelques mois. Bien sûr, il ne savait pas qu'il s'agissait du produit d'un vol. De toute façon, il n'a pris que quelques dollars. Malheureusement pour toi, ces quelques dollars ont servi à te payer ton salaire. Et c'est toi, en dépensant ces billets dans un bar de la ville, qui a causé ta propre perte. Les numéros des billets étaient notés, comme tu peux t'en douter, Georges. Le shérif du coin nous a alertés et on est venu tranquillement te cueillir. Au fond, tu vois, il n'y a vraiment pas de justice. Pourquoi dites-vous ça? Articule péniblement l'évadé. Piazza ôte sa pipe de ses lèvres. Je dis ça parce que, pour une fois dans ta vie que tu faisais un travail honnête, c'est justement ce travail qui t'a perdu. T'auras tout le temps de méditer sur cette histoire pendant les longues années que tu vas maintenant passer en prison. Mon pauvre Georges. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, La Bonne Planque de Donald Martin.